Bienvenue sur Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur la réflexivité en ergonomie. Au micro pour cet épisode, Claire Guillain et Paul Fortabat, avec pour invité... Attends, Paul. Oui. On n'a pas d'invité. Ah mince, mais pourquoi ? Parce que c'est nous qui avons été invités cette fois. Attends quoi ? En fait, chaque année, le CNAM de Nantes organise un colloque appelé les rendez-vous de l'ergonomie. Et cette année, Christophe Réal, qui est responsable du master d'ergonomie et aussi organisateur des journées, nous a proposé de participer physiquement. Parce que d'habitude, les communications, elles sont filmées et après disponibles sur les réseaux. Mais comme cette année, le thème, il est un peu différent, étant d'ailleurs transformer le travail, intention et créativité de l'ergonome, les organisateurs et organisatrices souhaitaient plutôt favoriser des échanges intimistes, on va dire, et le choix s'est tourné plutôt vers un épisode de podcast, justement pour que les intervenants et intervenantes puissent s'exprimer, on va dire, plus librement. Ok, du coup, faut peut-être expliquer comment on en arrive à la réflexivité alors. Tout à fait, Paul. On arrive à la réflexivité du fait que les intervenants et intervenantes vont nous parler d'une intervention qu'ils ont choisie et exposer leur intention. Ça permet un débat sur la manière de penser son intervention, en fait. Et pour que ce soit plus facile, Christophe Réal et Vanina Molo, qui étaient co-organisatrices cette année, ils ont proposé un schéma qui a servi de base pour que les intervenants puissent modéliser leurs interventions. Donc si je comprends bien, on va assister à des communications où des gens ont réfléchi à leur méthode d'intervention. Oui. Ils seront sûrement interrogés par le public. Oui. Donc, ils réinterrogeront leur intervention au regard des questions posées. Tout à fait. Finalement, les cerveaux vont chauffer. Les cerveaux vont chauffer. Finalement, quand on y pense, l'ergonome y réfléchit souvent. Même dans certains masters d'ergonomie, les élèves, pour valider leur diplôme, doivent faire une analyse réflexive. Donc finalement, quand on regroupe tous ces éléments-là, on se dit qu'il y a de la matière et que le thème de réflexivité, il fait pas mal de liens entre tout ça. En avant alors. C'est parti. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on commence par quoi ? Je dirais plutôt par qui ? Parce que le premier qui a défini la réflexivité, c'est un philosophe et aussi professeur en urbanisme au MIT, qui s'appelle Donald Schoen, qui en 1983 a fait un ouvrage qui s'appelle « Le praticien réflexif ». Et à l'époque, il définit la réflexivité comme une nouvelle forme d'apprentissage qui ne s'enseigne pas. Le savoir d'expérience qui se construit dans un esprit de recherche et de développement de l'exercice d'analyse réflexive. En gros, c'est un apprentissage par soi-même du fait de sa propre expérience. On apprend en faisant. Ouais, c'est ça. Après, c'est important de noter que l'objet de la réflexivité, c'est soi-même ou la personne qui pratique. Et dans cette situation, le praticien, il est à la fois objet et sujet. Si on précise un peu, en ergonomie, Vanina Molo et Adélaïde Nascimento, qui sont deux enseignantes chercheuses en ergonomie au CNAM, elles précisent même que l'activité réflexive, c'est une forme de réflexion sur l'action menée en dehors du cadre fonctionnel immédiat et permettant l'analyse critique individuelle ou collective d'une situation de travail singulière ou d'une famille de situations. Ce n'est pas qu'apprendre en faisant alors, c'est apprendre en faisant, puis en réfléchissant à ce qu'on a fait. Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est plus la réflexivité sur l'action que la réflexivité dans l'action. Ouais, tout à fait. Par contre, ces notions-là, on va les reprendre un peu plus tard. Ah mais attends, moi je te propose un truc juste avant, c'est un petit basket. Un petit basket, vas-y, développe. Alors, au basketball, on a les lancers francs. On peut s'entraîner à faire des lancers francs. À chaque lancer, le corps apprend des choses et on s'améliore. Néanmoins, on peut soit tirer beaucoup et attendre que notre corps apprenne en faisant, soit prendre un temps de recul et comprendre ce qui, dans notre mouvement, empêche le ballon de rentrer dans le panier. Vois-tu ? Sauf que l'image, elle s'arrête là, parce que dans le sport, on a des acquis qui vont être corporels et donc parfois inconscients. Ton exemple sur le basket, il me fait penser à ce qu'a dit John Dewey, encore un philosophe, mais aussi psychologue. Lui, il cherche à comprendre ce qui fait l'être lorsqu'il agit, et il découvre que l'être humain, il peut à la fois
prendre conscience de ce qu'il fait et aussi transformer son action pour l'améliorer. C'est d'ailleurs un des premiers en fait à faire de la pratique réflexive un objet de recherche. Et ces enseignements, ils vont conduire de nombreux chercheurs et chercheuses à se pencher justement sur la question et à élargir son application dans de nombreux domaines. Dans les recherches qu'on a pu faire, l'une des premières applications, elle se trouve en fait dans les sciences de l'éducation. Et elle a conduit notamment à une nouvelle manière de former les enseignants. Ah oui, justement, les sciences de l'éducation, ça me fait penser que ce qu'on a trouvé, c'est que dans le Code du travail, précisément à l'article 6313-2, on parle de l'action de formation en situation de travail, également appelée AFEST. Pour reprendre le texte, la mise en œuvre d'une action de formation de travail comprend la mise en place de phases réflexives distincte des mises en situation de travail est destinée à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages. Merci maître Fortabat. De rien. Et ça montre surtout que la réflexivité, elle est présente un peu partout et plus qu'on ne le pense. Dans ce cas précis, c'est un petit peu comme ce qu'on appelle la régulation froide, non ? Attends, pas trop vite. Enfin, moi j'ai la ref, mais on a dit qu'on en reparlait plus tard. Ok, mais alors ça me fait penser aussi à l'agentivité. Est-ce qu'on peut parler agentivité ou pas encore ? Oui, ça tu peux, vas-y. Donc Vaninamolo définit l'agentivité comme la capacité d'un individu à être agent, acteur de sa situation, à agir en fonction de ce qu'il valorise, c'est-à-dire de ce qui fait sens pour lui ou elle. Pour atteindre ce point-là, finalement, la réflexivité est nécessaire. Et moi aussi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je trouve que justement, le thème et les échanges de cette année au rendez-vous de l'ergonomie nous ont permis de constater que réfléchir à son action permet quand même pas mal de prendre conscience de sa posture, de sujet agissant. Ce qui nous ramène du coup au concept d'agentivité. Le souci, c'est que la réflexivité, elle se base sur l'activité du ou de la professionnelle, mais elle n'a pas vraiment de représentation cadrée. Pourtant, comprendre et représenter l'activité, c'est quand même quelque chose qu'on sait faire en ergonomie. La question de représenter la réflexivité, c'était justement l'objet de Christophe Réal et Vaninamolo pour ces journées. Notre participation aux journées et le décortiquage des interventions nous ont amené à mieux comprendre la construction d'un cadre propice à la réflexivité en prenant l'exemple des événements. On va prendre cet exemple-là pour la suite. De fait, nos propos à suivre sont basés sur des retours d'expérience et des points de vue empiriques enrichis de lectures et d'échanges. C'est vrai que des échanges, on en a eu pléthore. Et souviens-toi, justement pour favoriser ces échanges, le comité il a vraiment proposé un cadre théorique, le schéma dont on parlait un peu plus tôt, qui sert de base pour modéliser les interventions. D'ailleurs, pour rappel, les communicants ils ont identifié leur intention de départ, mais aussi des événements marquants, des points de bascule, des bifurcations, les changements d'intention tout au long de leur intervention. Mais aussi, l'événement, il a proposé un cadre pratique en donnant une scène aux intervenants qui venaient de différents secteurs. Et ils ont aussi quand même accepté de se livrer et de donner à voir ce qu'ils ont fait lors d'une intervention. Donc finalement, c'est aussi un espace d'échange sur la réalisation. En plus, vu qu'on était présents, on a pu écouter ce qui se disait à la fois dans les interventions, mais aussi discuter avec les intervenants. Certains et certaines nous ont fait remarquer que l'exercice a été une mise à nu pour eux. Finalement, c'est surtout une mise à nu de ce qu'ils ont fait et que c'était pas forcément évident. On est seul sur une scène, devant un public, et on présente nos actions. C'est assez exposant quand même. Même les enseignants-chercheurs ont indiqué que cet exercice de mise en forme était une première pour eux. Dans l'ensemble, ça correspond à un rendez-vous avec eux-mêmes dans la préparation de leur intervention. Ils parlent du fait que leur vie professionnelle est un grand sprint et ils ou elles ne prennent jamais le temps de faire ça dans leur vie professionnelle. Ces journées leur ont donc beaucoup apporté, à la fois en tant qu'intervenant, mais à la fois aussi en tant qu'ergonome de façon générale. Ouais, complètement. Les journées et aussi finalement leur préparation, parce que ça leur permet de prendre un temps de recul sur leur intervention en fait. Les praticiens savent que
prendre ce temps de dialogue avec les autres ou toi-même, c'est important. Pourtant, ils ne le font pas forcément, par faute de temps ou d'espace dédié par exemple. Finalement, ce type d'événement, ça encourage à prendre ce temps-là. L'intervenant reste maître quand même de ce qu'il donne à voir et il y a quand même un biais qui peut exister. Mais pour contourner cela, il y a aussi l'audience qui vient questionner l'intervention et qui même parfois peut éclairer certaines zones d'ombre avec ses questions. La personne, finalement, elle a construit sa réflexivité de façon individuelle, en amont, et les échanges avec l'audience, le public, avec le groupe, ça construit finalement une base réflexive commune. Ah bah tiens, justement, ça me fait penser. Tiens, on va retourner sur le terrain de basket avec nos lancers francs. Généralement, le basket est un sport d'équipe qui comprend un entraîneur. Par conséquent, lorsque tu fais un lancer franc, tu peux avoir des retours de tes coéquipiers qui peuvent t'apporter leur point de vue sur comment t'améliorer ou gérer la situation. Et surtout, parfois, ils peuvent avoir plus d'expérience que toi et donc avoir des capacités ou avoir fait des choses que soit te sont impossibles aujourd'hui, mais qui peut-être dans le futur te seront possibles. Mais on a aussi l'entraîneur. L'entraîneur sait te donner des astuces et un regard technique pour t'améliorer sur cette action précise avec le placement des mains, l'équilibre et surtout un regard extérieur à la situation qui est forcément très enrichissant. Un regard extérieur serait donc utile. En plus de ça, c'est pas forcément nécessaire de parler devant 200 personnes pour que l'action de pensée prenne le nom de réflexivité. Elle existe aussi hors de ce type d'événement. Par exemple, souvent ça débute par une question sur sa propre pratique. Avec un tiers ou juste soi-même finalement. Tu te demandes comment tu aurais pu faire autrement, si j'ai bien fait, si j'ai mal fait. Après, dans le meilleur des cas, il y a un temps qui peut être dédié à ça dans l'organisation du travail et avec un regard extérieur qui l'enrichit. Alors, si on résume, la base de la réflexivité part de soi et d'une prise de recul sur sa pratique. Ça implique de prendre un temps pour penser ce qui a été fait. Néanmoins, pour objectiver les situations, cela demande une certaine rigueur. Et justement, ce qu'a cherché à faire le comité d'organisation des rendez-vous de l'ergonomie, c'est retrouver cette rigueur. Du coup, là, avec les échanges qu'on a eus, on a défini ce qu'est la réflexivité, aussi une manière finalement de construire un cadre, mais il y a une question quand même qui subsiste, c'est qu'est-ce que ça apporte finalement à la personne qui fait de la réflexivité ? Déjà, avec ce qu'on a dit avant, on comprend que le premier apport de la réflexivité, c'est de réaliser une critique constructive de son intervention pour mieux la comprendre. C'est ce qu'on appelle une réflexion sur l'action. Ça nous apporte des réponses sur ce qu'on peut améliorer dans nos actions passées. Donc dans ce cas-là, on parle plutôt de régulation froide, selon les termes de Gilbert de Tersac. Après, le dernier apport, c'est d'améliorer aussi la réponse aux problèmes rencontrés dans l'action et donc de s'ajuster finalement sur le moment aux défis rencontrés. C'est ce qu'appelle là, pour le coup, de Tersac plutôt la régulation chaude. Régulation chaude, régulation froide. Paul, tu vas pouvoir expliquer ce qu'est la régulation chaude et la régulation froide. Et quoi de mieux que de retourner sur le terrain ? Alors, la régulation chaude, c'est les ajustements qu'on réalise pendant le match, donc pendant le match ou pendant l'intervention. C'est quand l'entraîneur te crie « Mais Dimitri est démarqué, envoie-lui la balle, et surtout fais pas faute !» et que vous êtes justement chaud et transpirant. Alors que la régulation froide, c'est quand on reprend le match en vidéo, filmé par le père de Dimitri forcément, et où l'entraîneur te dit « Tu vois là, je t'avais bien dit qu'il était démarqué Dimitri, pourquoi tu lui as pas envoyé la balle ?» Ça permet aussi de voir ton positionnement sur le terrain et d'étudier les stratégies que tu pourrais mettre en place. Sur le terrain ou sur l'action et donc a posteriori. Et justement, ça nous ramène finalement au dernier point de l'épisode sur la visée développementale de la réflexivité. Elle se traduit par un avant et un après analyse réflexive. Le fait d'avoir une réflexion sur l'action, ça permet d'avoir des outils dans l'action. Et cet outillage, finalement, il peut également venir d'événements comme les rendez-vous de l'ergonomie ou d'autres espaces d'échange sur le travail. Comme les auditeurs peuvent le comprendre, les rendez-vous de l'ergonomie de cette année, ça a été un bon exemple de ces types d'espaces de réflexion sur l'action, en invitant des professionnels à échanger a posteriori sur des interventions, mais aussi à faire un premier recueil de données sur une manière de penser pour s'outiller dans l'action. Ce que nous avons mis en lumière dans cet épisode et les retours issus de ces journées, c'est que l'exercice de réflexivité est intéressant
et important finalement. D'où l'intérêt d'organiser des événements pour en parler, pour encourager sa pratique et la développer dans la formation et la recherche. Nous espérons vous avoir éclairci sur la notion de réflexivité, ses origines, son cadre, ses apports. Nous en tout cas, on a autant apprécié la participation à l'événement les 18 et 19 avril que d'approfondir ce sujet au travers de l'exemple de ces journées. Et on remercie du coup grandement l'équipe d'organisation des rendez-vous de l'ergonomie, Christophe Réal et Vanina Molo. Aussi chacune et chacun des participants qui ont échangé avec nous, mais également les étudiants et étudiantes du Master d'ergonomie du CNAM des Pays de la Loire, promotion 2022-2024, pour la richesse des écrits qu'ils nous ont fournis. Et bien sûr, sans oublier la seconde partie de notre équipe en coulisses, Eva Goulois et Océane Français. Si vous souhaitez avoir plus d'éléments théoriques et pratiques sur le sujet de la réflexivité, qu'ils soient sur l'action ou dans l'action, nous vous invitons à lire le journal des 12e journées de l'ergonomie, mais également les travaux de thèse de Clara Similowski, qui est justement en train de réaliser une thèse dessus et de faire des publications sur ce sujet, donc toujours intéressant à voir. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Parlons peu Parlons Ergo sur nos réseaux LinkedIn et Instagram. Et un dernier merci à nos patriotes ainsi qu'au CNAM Pays de la Loire de nous avoir soutenus pour cet épisode. À bientôt pour un autre épisode.